Bonjour à tous et bienvenue dans ce TD consacré à Bind, au fonctionnement d'un serveur DNS. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de comprendre comment fonctionne l'Internet mondial. Du coup, quand on tape www.google.fr ou un nom de site Internet, comment notre navigateur, comment nos logiciels interagissent avec l'Internet. Et puis ensuite, on verra progressivement comment on peut implémenter, on peut utiliser d'autres protocoles, par exemple les mails, euh, à travers le protocole Bind. Donc c'est parti. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez taper www. Le nom de votre site.com, par exemple, dans la réalité, vous allez faire une succession d'appels qu'on appelle d'appels DNS pour trouver votre nom de domaine, à quelle adresse IP cela se rapporte. Donc, je vais vous le mettre là. Donc, par exemple, moi, je prends l'exemple de mon site internet, euh, tan-long.com. Donc, en fait, il faut toujours partir depuis le chemin racine. Donc, à partir de la zone racine, puis ensuite sur le .com, puis ensuite le nom de domaine, puis ensuite les sous-domaines. Du coup, ici, sur la zone racine, vous avez des serveurs de DNS euh, qui sont fournis par l'autorité mondiale qui s'occupe de l'Internet euh, depuis la nuit des temps. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle les TLD, par exemple les top level domaines. Donc, ce sont la- les opérateurs de registre qui assurent le fonctionnement de ces points .com, .fr, .net, .eu. Vous avez bien vu ces dernières années, vous avez .paris, .braise, plein d'autres choses. Et en fait, c'est une délégation de gestion que fait l'Internet mondial aux organismes qu'on appelle des registries. Et ensuite, ces registries peuvent sont soit des organisations gouvernementales ou autres, auquel cas ils n'en font pas un fonds de commerce. Mais par exemple, pour le .com, le .fr, le .eu, par exemple, ce sont des extensions qui sont à objectif commercial, qui vendent des services pour qu'on puisse acheter des noms de domaine, des sous-domaines, dont font partie, par exemple, le nom de mon site, tan-long.com, google.com, discord.com, etc. Donc, on achète tous nos noms de domaine auprès du registry. Et en fait, pour ce faire, euh, vous êtes obligé généralement de passer par ce qu'on appelle un registrar. Un registrar, c'est l'autorité qui est habilitée à vendre les noms de domaine. Par exemple, vous avez en .fr l'AFNIC, l'AFNIC qui est l'autorité pour vendre des .fr et les extensions de nos domaines francophones. Alors, il ne faut pas l'oublier parce que on ne le dit pas assez souvent, mais l'AFNIC, donc c'est afnic.fr. Donc, ils ont un site internet. Ils font de temps en temps un peu de pub pour faire la promotion du .fr. Et, euh, et ces gens, si vous regardez un peu, donc ils sont registrés, donc c'est l'opérateur de registre, mais derrière eux, ils ont ce qu'on appelle des registrars, qui sont des bureaux d'enregistrement. Vous pouvez acheter vos noms de domaine, par exemple en .fr, uniquement au travers des bureaux d'enregistrement. Ensuite, dont font partie OVH, dont font partie Gandhi, que vous connaissez, dont Multidist, ma société en fait partie aussi, etc., etc. Donc, euh,
Ils sont fournisseurs du point .fr, ils fournissent le point .re pour les habitants de l'île de la Réunion, et après ils font un ensemble de noms de domaine, pour le point YT pour Mayotte, Wallis et Futuna, les terres australes et antarctiques, et depuis quelque temps, ils sont opérateurs de registre également pour le point Paris, le point Braise, etc., etc. Si jamais ça vous intéresse de comprendre comment cela fonctionne, c'est une association. Je vous laisse faire un tour sur leur site internet. Donc, c'était un petit aparté. Donc pour revenir ici, donc chaque opérateur de registre donc, maintient son serveur de DNS. Puis ensuite, quand vous achetez votre nom de domaine est lui aussi enregistré par délégation dans un serveur de DNS. Celui de OVH, celui de Gandhi ou celui d'un prestataire. Ou très bien, ça peut être très bien le vôtre, si jamais vous avez une adresse IP publique. Donc voilà. Et quand vous avez fait ça, votre serveur de votre zone DNS contient des enregistrements qui sont des sous-domaines, qu'on appelle des sous-domaines. Donc, le 3W est un sous-domaine, mail.google.fr c'est un sous-domaine, etc., etc. Et de la même manière, si je le voulais, si par exemple j'ai envie de vendre des sites internet en euh, quelque chose.multilist.fr, je peux aussi vendre mes sous-domaines, mais on est tous d'accord qu'à un moment donné, il n'y a pas d'intérêt à avoir un nom de domaine qui fait 10 km. Donc généralement, les noms de domaine qu'on achète, c'est quelque chose.com, quelque chose.fr, quelque chose.eu. En Europe, l'opérateur de registre s'appelle Eurid, EURID. Si jamais ça vous intéresse également, vous pouvez aller sur leur site internet pour comprendre comment fonctionne cet organisme. Donc voilà. Donc c'était un petit aparté pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement du DNS. D'ailleurs, l'objectif c'est quoi? C'est qu'à partir d'un nom de domaine, il faut le translater vers une adresse IP. Ça peut être une adresse IP v4, ça peut être une adresse IPv6. Euh, Normalement, vous avez déjà vu que progressivement, on s'oriente tous vers de l'IPv6. Donc, il faut que les enregistrements qu'on met soient de plus en plus compatibles, en tout cas avec la norme IPv6. Euh, donc voilà. Donc, c'est parti. Euh, L'idée, c'est déjà de comprendre comment fonctionne le serveur de DNS. Et pour ce faire, on va installer sur notre machine virtuelle Ubuntu donc, quelques outils. Donc, euh, la première chose qu'on va installer, c'est les outils de DNS. Donc, pour ce faire, je vais aller sur ma machine virtuelle et je vais faire sudo apt install DNS utilise. Il me demande mon mot de passe. Voilà, ça prend quelques secondes pour l'installer. Donc voilà. Donc maintenant que c'est installé, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre euh, comment on fait pour requêter, par exemple, l'adresse IP qu'il y a derrière un site internet quelconque. Et pour ce faire, il y a une ligne de commande qui s'appelle NSLOOKUP. D'accord. Donc NSLOOKUP, quand vous l'exécutez, il vous met à la ligne et ensuite il va vous demander, en fait il s'attend à ce que vous lui passiez des, euh, des informations complémentaires. Mais pour cela, on ne va pas le faire là.
on va, si vous voulez vous renseigner sur NSLOOKUP, vous pouvez faire un man. Et quand vous faites un man NSLOOKUP, vous pouvez voir euh, l'ensemble des arguments que ça peut prendre ici. Donc, pour faire simple, je vais utiliser l'écran de droite. Rappelez-vous, l'écran de droite, c'est comme PuTTY, si quand vous utilisez, quand vous êtes sous Mac, sous Windows, hein, vous utilisez PuTTY connecté à votre machine virtuelle, ou alors si vous êtes sous Mac, vous utilisez le terminal. Le terminal, c'est le logiciel de console qu'il y a dans les Mac par défaut. Donc, on y va. On a, euh, on va utiliser NSLOOKUP du coup. Donc, la syntaxe, elle est très simple. C'est NSLOOKUP, espace, moins type égale A. Et je vais faire un exemple avec mon nom de domaine perso qui s'appelle tan-long.com. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de regarder à travers le serveur de DNS par défaut de la machine virtuelle. Donc, son adresse IP, c'est celle-ci. Et puis, il me dit que, en fait, www.tan-long.com, en fait, son nom canonique, c'est tan-long.com. En fait, ce qui veut dire que dans la réalité, c'est entre guillemets un alias. Et quand je regarde quel est l'enregistrement A derrière ce nom de domaine, tan-long.com, il y a une adresse IP qui est celle-ci, la 185.26.220.92. Donc, quand vous faites www.tan-long.com, dans la réalité, vous appelez un des serveurs qui se trouve derrière cette adresse IP-là. Donc, même si, pour vérifier, hein, je peux faire un ping. Vous voyez que quand on fait un ping, vous allez pinguer dans la réalité cette adresse IP-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Euh, pour l'instant, on a dit que pour accéder à un site internet, on a besoin, en fait, dans la réalité, notre ordinateur, il fait un NSLOOKUP d'un type qui s'appelle A. Alors A, c'est pour dire que c'est un enregistrement, c'est une adresse. D'accord? C'est une adresse IP. Si jamais je voulais une adresse IPv6, par exemple, on va faire un exemple avec google.com, par exemple, www.google.fr. Je veux un enregistrement de type AAAA. Regardez sur Wikipédia, par exemple, les types d'enregistrement de DNS, ça va vous parler. AAAA, c'est une adresse IPv6. Eh bien, là, il me dit qu'il ne peut pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, dans notre machine virtuelle, on n'a pas d'adresse IPv6. Donc, du coup, euh, il, euh, la machine virtuelle ne peut pas aller interroger en IPv6 le serveur de DNS de Google. Donc, pour ce faire, on va utiliser notre ligne de commande qui est sous Windows. Donc, nslookup, moins type égale AAAA, espace www.google.fr. Voilà. Donc, il y a euh, une chance sur deux que vous ayez une réponse. Tout dépend de votre opérateur Internet, si lui, il vous donne la réponse ou pas. S'il ne vous donne pas la réponse, il y a un truc très simple à faire, c'est de dire, voilà, ok, je ne veux pas prendre le résolveur DNS de mon opérateur local, mais je vais utiliser celui de Google. Google, en fait, met en place un résolveur de DNS. Par exemple, des fois, quand vous avez
une panne d'Internet sur votre ordinateur, il se peut que quelqu'un vous dise, bah, dans ce cas-là, vous ouvrez vos paramètres réseau et dans la zone DNS, vous mettez l'adresse IP 8.8.8.8. Et, donc du coup, donc là, je fais appel au serveur de Google. Donc l'IP est celle-ci. Et, euh, et du coup, j'exécute la même requête. Donc, je veux avoir l'adresse IPv6 de google.fr. Et là, vous voyez, il me dit, OK, le serveur qui me répond, il s'appelle 8.8.8.8. Et l'adresse IPv6 de www.google.fr, l'adresse IPv6, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement. Alors, c'est une des adresses IP de Google. D'accord? Euh, Dans la réalité, il peut y avoir plusieurs adresses IP. Et, euh, et pour ça, on peut utiliser une autre application qui s'appelle Dig. On peut le voir très rapidement. Euh, donc, l'idée, c'est de faire, donc vous allez voir, sur Windows, ça n'existe pas. Par contre, ici, vous allez pouvoir l'utiliser. Dig, par exemple, www.google.fr, entrée. Donc, quand vous faites ceci, votre machine, votre machine virtuelle va essayer de récupérer les adresses IP de Google. Donc, on va rajouter en plus le serveur de Google. Alors, la syntaxe est un peu différente. Le nom du serveur, il se met, euh, pour Dig en tout cas, il se met devant. Tandis que NSLookup, le nom du serveur sur lequel vous faites votre requête, il se met à la fin. Donc, je l'ai mis avant. Donc, il me dit 3w google.fr sur le serveur 8.8.8.8. Et il y a une autre chose qu'il faut faire, c'est que si jamais vous voulez avoir l'ensemble des résultats de votre enregistrement, il faut que vous lui disiez que vous vouliez l'ensemble des enregistrements. Alors, de mémoire, il faut taper all après. Voilà. Quand vous tapez all, comme ça, eh bien, il essaie de vous donner un maximum d'informations. Il faut essayer de décortiquer euh, les adresses IP cibles. Donc là, actuellement, sur Google, il n'y a qu'une seule adresse IP qui est à la 142.250.74.227. Très bien. Euh, il y a également possibilité de faire la même chose euh, avec, euh, avec l'IPv6. Donc ça, euh, c'est possible. Alors, je vais refaire la commande. Donc c'est peut-être pas all, c'est Annie. Voilà. Et je vais dire que je veux peut-être pas google.fr, je veux google.com. Voilà. Donc, j'ai changé un petit peu la syntaxe. Donc, j'ai mis sur le serveur 8.8.8.8, je veux www.google.com et je veux ces enregistrements. Et en fait, dans la réalité, voici tous les serveurs de Google qui répondent avec lorsqu'on tape dans notre navigateur google.com. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 serveurs en IPv4 et vous avez 4 serveurs en IPv6. Voilà. Alors rassurez-vous, dans la réalité, Google, ils ont des serveurs ultra puissants. Les adresses IP, ils changent
toutes les N minutes. Donc, Google a un fonctionnement qui est un peu spécial. Donc voilà. Donc, on continue. Donc, si jamais je vais faire la même chose avec l'adresse, le nom de domaine de ma société, multidist.eu. Vous voyez que moi, c'est très simple. Sur multidist.eu, quand je fais 3W, il y a un enregistrement qui dit, voilà, en fait, c'est un CNAME. Un CNAME, c'est un alias. Et c'est un alias qui pointe vers multidis.eu. Je ne donne pas directement l'adresse IP euh, en appel à www.multidis.eu, mais comme je sais que c'est un alias, je vais pouvoir faire la même chose mais en multidis.eu. Et là, vous voyez que quand je regarde multidis.eu, j'ai tout ça qui sort, euh, dont l'adresse IP, le champ de type A, qui est mon adresse de mon serveur qui est 185.26.220.92. Donc, si jamais je tape ping multidis.eu ou ping www.multidis.eu, l'adresse IP qui doit être en train de chercher, c'est celle-ci. Vous remarquerez que sur le nom de domaine de ma société, je n'ai pas encore implémenté l'adresse IPv6, sinon vous auriez eu un enregistrement de type 4 fois A. Voilà. Donc c'est un choix que j'ai fait. Euh, j'ai estimé que l'Internet mondial n'était pas encore prêt à recevoir toutes les requêtes IPv6, donc pour l'instant ce n'était pas une priorité, mais cela ne saurait tarder dans les semaines, les mois à venir. Donc voilà. Donc on peut remarquer également qu'il y a d'autres types d'enregistrements. Je vous renvoie vers la page de Wikipédia. Des champs de type NS, des champs de type MX et des champs de type TXT, SOA, etc., etc. Donc SOA, ça veut dire Start of Authority. Donc c'est l'enregistrement racine de multidis.eu qui dit que voilà, a priori, c'est le serveur de DNS, c'est celui de OVH qui est utilisé. Euh, il y a un enregistrement de type MX. euh, donc la priorité c'est 1. Et la cible, c'est ce serveur-ci qui est multidis-eu.mail.eo.outlook.com qui est en fait le serveur de mail de Exchange de Office 365. Donc on va regarder un peu plus tard. Ensuite, un enregistrement de type A, on l'a vu, et deux enregistrements de type TXT. Vous allez regarder la documentation, mais grosso modo, généralement, les champs de type TXT, ce sont des champs où on peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans, mais dont l'objectif, c'est de pouvoir permettre le contrôle, par exemple, que le nom de domaine vous appartient bien. Par exemple, lorsque vous allez vous inscrire sur Office 365, ou alors, dans le deuxième cas, c'est un champ de type TXT pour faire du SPF 1. Vous allez regarder également dans Wikipédia, mais le SPF, c'est un protocole qui permet de dire, voilà, quelles sont les adresses email qui proviennent de mon nom de domaine euh, qui sont autorisées à émettre des mails. Voilà. Donc là, pour l'instant, le seul serveur qui a le droit d'émettre des mails, par exemple, euh, c'est celui-ci, celui d'Office 365. Donc voilà. Donc j'espère que pour l'instant ça va pour vous. Donc je répète, euh, on a fait un dig sur le serveur 8.8.8.8. Ça, c'est si jamais vous n'êtes pas sûr que votre ordinateur, donc votre machine virtuelle, en tout cas le réseau que vous avez chez vous, réponde bien comme il faut. Et Google met aussi en place un deuxième serveur si jamais le premier pète. Donc c'est 8.8.4
8.4 de mémoire. Voilà. Et pareil, normalement, vous avez strictement les mêmes résultats que depuis 8.8.8.8. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, ce qu'il faudrait, donc on va reprendre NSLOOKUP. Je voudrais connaître l'ensemble des serveurs qui sont les serveurs qui peuvent recevoir des mails pour mon nom de domaine tan-long.com. Pour ce faire, c'est nslookup -type égale mx. Alors moi j'aime bien nslookup parce qu'on peut vraiment filtrer et la commande n'est pas très longue à taper. Donc je vous incite à le faire, à prendre l'habitude de le faire. Donc tan-long.com 8.8.8.8. C'est-à-dire, je vais regarder, rappelez-vous, nslookup, l'adresse du serveur qu'on va interroger, c'est le dernier argument. Euh, et, euh, et donc, je veux récupérer l'ensemble des enregistrements de type MX pour mon nom de domaine tantielong.com vue de Google. Donc voilà, donc là, j'ai une réponse. Priorité 1, donc c'est le plus prioritaire. Si jamais plus le nombre est petit et plus c'est prioritaire, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, 10 serveurs de mail qui vont recevoir vos mails. Mais celui qui a le plus petit numéro est le serveur prioritaire. Donc, ce qui permet que si jamais ce serveur-là tombe, bah, qu'on puisse encore avoir d'autres serveurs qui puissent recevoir les mails. Alors, en l'occurrence, là, c'est outlook.com, donc c'est Office 365. Il y a très peu de chances que ça tombe. Euh, bon, on va croiser les doigts tout de même. Donc, si jamais je dis, je veux connaître l'ensemble des enregistrements de ce nom de domaine-là, vous voyez, il a deux adresses IP V4, 104.47.6.36, 104.47.5.36, c'est-à-dire que si jamais j'ai un serveur qui tombe, ben, j'en ai encore un autre qui fait le relais. Également, si je veux connaître les adresses IPv6, peut-être qu'il devrait y en avoir. Quand vous voulez recevoir des mails, il vaut mieux que le serveur de mail puisse échanger en IPv6 avec d'autres serveurs de mail qui le sont déjà. Donc là, j'ai essayé et il me dit, a priori, il n'y a pas de réponse, donc a priori, il n'y a pas d'adresse IPv6, en tout cas sur le serveur de mail entrant. Voilà. Donc, je continue. Euh, Par exemple, je vais prendre celui de l'IUT de Sénart-Fontainebleau. Je me dis, bon, bah, c'est quoi le type de serveur de mail de Sénart-Fontainebleau? Donc, je fais la même chose donc, avec iutsf.org. Rappelez-vous, hein, on passe d'abord par le domaine racine. On interroge d'abord le domaine racine, ensuite le .org et ensuite iutsf.org. Donc voilà, donc on a 5 serveurs de mail. On a paramétré 5 serveurs de mail qui peuvent recevoir des mails pour iutsf.org. On peut remarquer que ce sont des serveurs de Google. Euh, Comme vous l'avez vu, normalement, tous les gens qui utilisent une adresse email en iutsf.org ont une boîte mail Google, donc ce qui n'est pas choquant. Et pareil, les 5 serveurs qui sont listés là, ils ont des priorités qui sont différentes. Par défaut, on va envoyer, c'est ce serveur-là qui va tenter de recevoir les mails. Ensuite, ce sont ces deux-là. Et ensuite, ce sont ces deux-là. Voilà. Derrière, Google doit avoir toute une tambouille pour dire, voilà, si jamais c'est toi qui reçois le mail ou si jamais c'est tel ou tel serveur de mail, que ça puisse aller ensuite converger vers la même boîte mail. Votre mail va atterrir dans l'un de ces 5 serveurs-là, puis ensuite va être acheminé dans votre boîte mail finale. Donc,
On va tenter pareil l'IPv4 et l'IPv6 de votre serveur de mail. Donc, donc ça, c'est l'adresse IPv4. J'ai pris le premier, hein, à 108.77.97.27. Si je veux essayer d'avoir son IPv6, je remplace le champ de type A par le champ de type quadruple A et vous avez son adresse IPv6 qui est là. Donc, si jamais je veux connaître, voilà, maintenant que je sais comment ça fonctionne, je voudrais savoir quels sont les serveurs de DNS de IUT-SF.org. C'est le serveur qui me dit, OK, pour les mails, bah, ce sont ces enregistrements-là. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On reprend IUT-SF.org et on va chercher les enregistrements de type NS. NS, ça veut dire Name Server. D'accord? Donc, il me dit que pour itsf.org, en fait, vous avez deux name servers qui s'appellent ns12.vh.net et dns12.vh.net. Si jamais on veut aller un peu plus loin même, vous pouvez dire, voilà, OK, comment ça se fait que itsf.org puisse répondre? C'est parce qu'on a eu quelqu'un qui est .org, en tout cas. .org, ils ont ces 6 serveurs de DNS euh, qui sont listés ici. Et pareil, euh, comment fonctionne le .org? Quels sont les serveurs de DNS de .org? Eh bien, ce sont des serveurs qu'on appelle des serveurs racines qui sont, qui sont dans tous les coins du monde entier et dont les serveurs s'appellent L, M, H, G. Donc, ce sont des lettres de l'alphabet. Et si je veux connaître son adresse IP, par exemple d'un des serveurs, bah, je dis je veux le type A et, je... tac. Alors, il est possible, pardon, c'est là, voilà. Donc, par exemple, le serveur F, son adresse IP, c'est 192.5.5.241. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur racine, il a beaucoup plus de serveurs parce qu'il dessert tout l'Internet mondial. Donc, du coup, on a installé des serveurs vraiment partout sur la planète. Bien. Très bien. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnait un peu l'Internet mondial, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'installer nous-mêmes notre propre serveur de DNS. Donc, euh, on va s'arrêter 2 minutes pour que vous puissiez revoir en tout cas les lignes de commande pour, euh, pour vous entraîner. Et puis ensuite, on va reprendre dans une nouvelle vidéo.